Vous avez déjà dû voir des vidéos comme celle-ci, des vidéos qui vous expliquent comment arrêter de prendre votre téléphone. Et pourtant, vous n'y arrivez pas. Et pour une fois, on va faire une vidéo qui va vraiment aller en profondeur de ce problème et vous expliquer pourquoi vous précisément, vous n'arrivez pas à arrêter ce téléphone. Pourquoi vous continuez à avoir des temps d'écran de 2, 3, 4, voire même 5 heures et plus. Et pourquoi aujourd'hui, il est très difficile d'arrêter cette addiction et comment arriver à la remplacer tellement facilement que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Cette vidéo va être séparée en 3 grandes parties. La première va être une partie qui explique qu'est-ce que votre problème, pourquoi on est addict. Ensuite, il y aura une partie qui va expliquer comment l'addiction fonctionne. Et enfin, une dernière partie qui va vous expliquer comment régler ça de la manière la plus facile possible. Pour cette vidéo, j'ai écrit un document qui explique en détail comment arriver à régler ce problème. Si vous souhaitez obtenir ce document, vous pouvez regarder le lien en description sur mon site internet qui vous explique comment obtenir ce genre de ressources. Je vous remercie. Tout d'abord, comme je vous ai dit, on va parler de la volonté. Parce qu'il y a un truc que tu fais sans doute 10 fois par jour sans jamais le décider, et ce truc-là est en train de diriger une bonne partie de ta vie. Alors regarde si tu te reconnais. Un dimanche soir, tu te dis ça suffit, que cette fois c'est la bonne, tu reprends le contrôle. Tu tiens un jour, 2 jours, et le troisième, ton téléphone est déjà dans ta main avant même que tu aies le temps de décider de le prendre. Et là, tu te dis tout simplement que tu manques de discipline. Et c'est exactement à ce moment-là que tout se joue. Parce que ce diagnostic est fou. Et il te coûte des années. Ce diagnostic que vous avez déjà sûrement dû entendre sur plein de vidéos sur le fait que la discipline, c'est tout. La discipline, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu que le manque de discipline, c'est un peu la raison de pourquoi toi, tu n'arrives pas à tenir ce genre d'habitude. Comme le fait de ne pas utiliser son téléphone. Et pourtant, c'est faux. Le problème avec le «je manque de discipline», c'est que ça t'envoie te battre sur un terrain où tu as déjà perdu. La volonté, c'est une réserve limitée, qui se vide dans la journée. Et tu l'utilises contre un adversaire qui, lui, ne se fatigue jamais, ne dort jamais. Que le geste de saisir son téléphone, ce n'est pas vraiment une décision. C'est un automatisme, déclenché par un signal qui part avant que ta conscience entre dans la pièce. Donc, quand tu te promets de mieux résister la prochaine fois, tu te prépares à un combat de volonté qui est déjà terminé à la seconde où l'envie monte. Et pour comprendre pourquoi c'est si dur, il faut que je te montre un truc sur ton cerveau, que presque personne ne sait, et qui change toute la façon de voir le problème. On croit tous qu'on tourne sur un téléphone parce que ça nous fait plaisir. Sauf que les neurosciences sont séparées de deux choses que ton intuition mélange tout le temps. Le fait de vouloir et le fait d'aimer. Dans les travaux de Kent Berridge, qui est un travail qui a été fait après la découverte de la dopamine et de son fonctionnement. Celui-ci, d'ailleurs, a été fait sur des souris, pour être plus précis, et fonctionne de la manière suivante. On va complètement brûler et anéantir chimiquement la sécrétion de dopamine. Et ce qui se passait naturellement, c'est que les souris ne faisaient plus rien et se laissaient mourir, comme dans les travaux sur la dopamine et leur abus dans un environnement où ils pouvaient quasiment en général infini. Ici, la même chose. Trop de dopamine ou pas du tout, ça provoque des effets similaires où au bout d'un moment, on se laisse mourir. Et ici, naturellement, on peut partir sur l'idée que tout simplement que ces souris ne peuvent plus avoir l'hormone du plaisir et donc naturellement se retrouvent à ne plus rien faire. Sauf que c'est fou. Et cette étude le montre. Parce que tout simplement, lorsqu'on leur mettait de l'eau sucrée dans la bouche, ils montraient toujours exactement les mêmes signes de plaisir. Autrement dit, la dopamine ne fabrique pas le plaisir, elle fabrique l'envie. Et c'est précisément ce qui se passe avec ton téléphone. Il a pris le contrôle de ton système de l'envie, pas celui du plaisir. C'est pour ça que tu peux le reprendre 100 fois dans la journée sans en retirer la moindre joie, te sentir vide juste après. Le manque te pousse. Mais la récompense, elle, n'arrive jamais vraiment. Et si tu veux une preuve que c'est bien l'envie et pas le plaisir, regarde ce qu'a trouvé Wolfman Schools en enregistrant directement les neurones à dopamine. Au début, ils s'allument quand la récompense arrive. Mais dès qu'un signal annonce la récompense, la dopamine se décharge sur le signal. Plus du tout sur la récompense elle-même. Le pic est dans l'attente. Et c'est exactement ton geste compulsif. Ta dopamine grimpe à l'instant où tu sens la vibration. Où ta main part chercher l'écran, pas quand tu lis le message, tu n'es pas accro au contenu, tu es accro à la seconde juste avant. Ça, c'est tout le concept de prédictabilité. Notre cerveau adore la nouveauté et adore ne pas savoir ce qui se passe après. Et on va voir d'ailleurs plus en détail ce phénomène sur certains réseaux. Et d'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo entière à ce sujet sur pourquoi YouTube est devenu comme ça. Et qu'en réalité, c'est un mécanisme assez simple du cerveau. Ici, lorsqu'on parle de ce fonctionnement de l'étude de Wolfman Schultz,
On remarque surtout que la dopamine, c'est un anticipateur du plaisir. Lorsque vous allez au restaurant, vous prenez du plaisir avant même d'y aller. Lorsque vous allez à McDonald's, vous prenez du plaisir avant que l'hamburger soit dans votre bouche. Tout simplement, lorsque vous allez, par exemple, jouer à un jeu vidéo, vous avez du plaisir avant même le lancement de ce jeu vidéo, juste à l'idée de vous dire que vous allez pouvoir rentrer ce soir et y jouer. Maintenant, ajoute un truc par-dessus, qui rend tout ça explosif. La récompense la plus puissante, ce n'est pas la récompense, c'est la récompense imprévisible. C'est là que je parlais de prédictabilité. Skinner l'a montré il y a 70 ans. Un animal récompensé au hasard appuie sur le levier plus fort, plus longtemps et arrête plus difficilement. C'est le principe exact de la machine à sous. Et c'est exactement ce que tu fais à chaque fois que tu tires pour rafraîchir ton fil. Que tu ouvres tes stories, que tu regardes qui réagit, tu tires un levier sans savoir ce que tu vas gagner ou non. Et ce n'est pas un hasard. Ici, Instagram, précisément les Reels ou les TikTok, ont en général des effets similaires au casino. Chaque réel que vous allez pousser, vous ne savez pas ce que c'est. Vous pouvez avoir une bonne surprise ou une mauvaise, et ça, votre cerveau, il adore. Parce que c'est conçu pour. Sean Parker, le premier président de Facebook, l'a dit lui-même. Publiquement, la vraie question qu'il se posait, c'était comment consommer le maximum de ton temps et de ton attention. Et la récompense, c'était cette boucle de validation sociale. Te file un petit shot de dopamine à chaque like. Ces mots à lui, ils ont sciemment exploité une faille dans la psychologie humaine. Alors que tu te traites de faible parce que tu n'arrives pas à lâcher, arrête 2 secondes. Tu n'es pas en train de perdre contre toi-même, tu perds contre des milliers d'ingénieurs qui ont été payés très cher pour que tu perdes. Et c'est aussi pour ça que la première chose que tout le monde fait, décider de réduire son temps d'écran est déjà une erreur. Pour 2 raisons. La première, c'est que viser le chiffre, ça ne tient pas. En 2025, on a pris des étudiants. On leur a fait baisser leur écran pendant 3 semaines. Ils ont eu de vrais bénéfices sur l'humeur, le sommeil, et puis l'expérience, elle s'arrête. Et naturellement, tout est remonté à la normale. Et la deuxième, c'est que le chiffre n'est pas le vrai problème. Les meilleures données qu'on a sur les travaux d'Amy Orben, sur des centaines de milliers d'ados, montrent que le temps d'écran explique moins d'1% de leur bien-être. Autant que le fait de porter des lunettes. Donc le mal n'est pas dans le nombre d'heures, il est dans ce que tu fuis pendant ces heures. Et tout ce que tu ne vis pas pendant ce temps-là. Et je voudrais un peu rebondir sur ces travaux-là, précisément les premiers travaux, c'est le principe de dopamine détox. Et c'est pour ça que ça ne marche jamais. L'idée de vouloir couper l'ensemble de nos plaisirs pour essayer d'atteindre un objectif, ça peut être, par exemple, avoir un meilleur temps d'écran, ou même complètement se couper des réseaux, néglige quelque chose. Votre environnement à vous est conditionné pour les utiliser. Sûrement que vos amis sont sur Instagram, sûrement que vos amis vous parlent même sur TikTok, Snapchat et d'autres réseaux. Et que si vous commencez à passer par message, il est possible que certaines personnes finissent par vous oublier, ou que vous oubliez des news super importantes, ou même que simplement vous perdez des gens proches qui ont pas forcément envie de changer de réseau, ou peut-être même vont prendre mal le fait que vous ne répondez plus à leur mail que vous envoyez. Et ça, c'est un mécanisme assez humain. Et au final, on ne peut pas forcément en vouloir à ces personnes. C'est parce qu'on ne vit pas tous en autarcie à l'autre bout du monde, dans la forêt. Chaque personne est différente et on n'a pas forcément des environnements qui sont propices à l'idée de ne plus du tout avoir d'écran. Le téléphone reste une révolution technologique et l'utilisation peut être saine et bien faite. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Ici, on va parler surtout de comment le téléphone est devenu une sorte d'extension de la main et précisément aussi une extension du cerveau. Donc, si la volonté c'est le mauvais outil, supprimer est la mauvaise stratégie. Et pour comprendre le grand classique de j'efface tout et je repars de zéro se casse la figure à chaque fois, il faut que tu acceptes une idée qui est un peu dérangeante. Ton téléphone n'est plus un objet que tu utilises. Il est devenu une partie de toi, littéralement. Laisse-moi te raconter une histoire que 2 philosophes, Andy Clark et David Chalmers, ont imaginé en 1998 pour poser une question toute simple. Où est-ce que ton esprit s'arrête? Imagine Inia, mémoire normale. Elle veut aller au musée, elle réfléchit, elle se souvient de l'adresse, elle y va, et imagine Otto, atteint d'Alzheimer, qui ne peut plus retenir. Alors, il note tout dans un carnet, qu'il garde toujours sur lui. Ici, l'idée, bien sûr, c'est que lorsque cette personne repère la mémoire, elle puisse utiliser ce carnet pour l'utiliser, bien sûr. Quand il veut une adresse, il ouvre son carnet, il lit, il y va. Et la question qu'il se pose, c'est, au fond, c'est quoi la différence entre
Inia qui consulte sa mémoire et Otto qui consulte son carnet. Et la réponse, c'est aucune. Le carnet fait exactement le même boulot que la mémoire d'Inia. Donc disent-ils, le carnet fait littéralement partie de l'esprit d'Otto. Et ton téléphone, c'est le carnet d'Otto sous stéroïdes. Ta mémoire, ta boussole, ton agenda, ta bibliothèque, tout ça est branché en permanence à ton cerveau. Et ce fonctionnement-là, d'ailleurs, c'est un fonctionnement qui est très connu et qui explique pourquoi, en général, des personnes avec des temps d'écran assez élevés peuvent avoir des problèmes liés à l'apprentissage ou même au fait de retenir des choses. C'est parce que, tout simplement, par exemple, lorsqu'on va liker un réel pour se dire je vais m'en rappeler, on ne se rappelle pas du réel en question. On se rappelle qu'on l'a liké. Et ça, c'est le principe qu'on va discuter juste après. Et ce n'est pas juste une jolie idée philosophique. On l'a mesuré en 2011. Une étude, publiée dans Science, montre un truc fascinant. Dès qu'on sait qu'une information va rester accessible quelque part, on la retient beaucoup moins. Et à la place, on retient où la retrouver. C'est ce que je vous parlais il y a quelques secondes. C'est ce qu'on appelle la mémoire transactive. On sous-traite le stockage à la machine. Et tu le vis tous les jours sans le voir. Tu ne connais plus beaucoup de numéros par cœur, si ne serait-ce que le tien. Ce n'est pas que tu as une mauvaise mémoire, c'est que ta mémoire est déjà dehors, dans l'appareil. Une partie de ce que tu sais n'est même plus dans ta tête. Et ça ne s'arrête pas qu'à la mémoire, parce qu'un autre chercheur, Russell Bellek, a montré que nos appareils ne stockent pas que de l'info. Ils stockent et ils expriment qui on est. Une photo, tes conversations, ce que tu montres, ce que tu regardes en cachette, tout ça, c'est toi. Et c'est pour ça qu'au final, être séparé de son téléphone, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que se séparer de son téléphone, c'est aussi se séparer d'une partie de notre identité. Parce qu'aujourd'hui, notre téléphone, c'est plus un simple outil. Il possède notre vie, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, des discussions importantes, des passages de votre vie que vous ne voulez pas oublier mais que votre téléphone possède. Et c'est pour ça que perdre son téléphone, c'est compliqué. Et ça s'appelle la nomophobie. Cette angoisse d'être sans téléphone. Cette petite panique que tu sens quand tu n'as plus de batterie. Elle n'est pas débile. Ton cerveau a juste l'impression qu'on est en train de t'arracher un bout de toi. Et donc, après qu'on a appris tout ça, on va un peu pouvoir plus comprendre pourquoi supprimer tout, ça ne marche pas. Ici, on va mettre les trois ensemble. Ton téléphone est devenu une extension de ta mémoire, de ton attention et de ton identité. Et à partir de là, lui va déclarer la guerre en supprimant tout d'un coup. Ça revient à t'amputer un membre. Ton cerveau va vivre ça comme la perte d'un bout de lui-même. Il va tout faire pour le reconnecter. Et le pire, c'est qu'il a raison parce que tu as vraiment besoin des fonctions que l'appareil remplit. C'est exactement pour ça que la fameuse dopamine détox, le truc où tu coupes brutalement et attends que ton cerveau se réinitialise, ne marche pas. On ne fait pas le jeûne d'une molécule que ton cerveau fabrique en continu. Et aucune donnée ne montre le moindre reset. La brutalité, ce n'est pas une preuve de sérieux, c'est juste la garantie que tu vas rechuter. Et c'est pour ça que je suis autant contre l'idée de la dopamine détox. Parce qu'il y a trop de facteurs qui font qu'aujourd'hui, simplement couper quelque chose ne va pas régler le problème. Prenez quelqu'un qui est addict à la méthamphétamine, coupez-lui ses doses, il va juste devenir fou. Ça ne marche pas. Ici, maintenant, on va parler un peu des trois grandes fonctions cachées. D'abord, le couteau suisse de la fuite. Qu'est-ce que j'entends par ça? Bon, alors si on ne supprime pas, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on arrête de traiter le téléphone comme une seule habitude, parce que ça n'en est pas une. C'est un couteau suisse de la fuite. Il fait plusieurs choses pour toi en même temps. Et c'est précisément pour ça qu'aucune solution ne marche. Tu colmates un trou pendant que les deux autres continuent de couler. Et pour ça, il faut le voir un peu comme un bateau. On a tendance à un peu imaginer qu'il suffit par exemple de remplacer le téléphone par la lecture. Sauf qu'au fond, on ne passe pas la majorité de notre temps sur un téléphone à lire. Et donc, on va créer plein de trous dans ce bateau qui va commencer à couler. Et pour sauver la barque qui est en train de couler, on va mettre un bout de scotch sur un des trous. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui coulent et que ça ne change pas le problème. Et ici, d'ailleurs, le fonctionnement du téléphone a toujours été d'être multi-usage. Il vous permet de vous informer, de discuter, d'interagir et d'autres fonctionnalités comme jouer à des jeux, regarder des vidéos, etc. Il peut avoir énormément de sous-fonctionnalités qui ne seront pas actuellement remplacées facilement par d'autres habitudes. Et donc, pour arriver un peu à régler ce problème, la première, c'est d'endormir une douleur. L'ennui, l'angoisse, le vide d'un moment où il ne se passe rien. Et pour comprendre pourquoi c'est si efficace, il y a l'image que donne Anna Lembke. Ton cerveau, c'est une balance entre le plaisir et la douleur. Et les deux sont traités au même endroit. À chaque shot de plaisir, la balance bascule un peu vers la douleur pour se rééquilibrer. Et quand tu surstimules en continu, comme avec le téléphone, la balance finit par rester coincée du côté de la douleur. Donc, pour comprendre un peu ce phénomène, il faut en fait comprendre que il y a un peu cette balance du coup, bonheur-douleur, qui est que en général, soit ce qui va se passer, c'est qu'on va faire quelque chose qui est difficile. Donc,
quelque chose qui va être difficile ici va avoir un niveau de douleur important, mais va nous procurer aussi beaucoup de bonheur. Et à l'inverse, quand on fait quelque chose qui procure beaucoup de bonheur sans effort, on va tout simplement développer de la culpabilité qui va un petit peu essayer d'égaler cette douleur. Et du coup, lorsque on surstimule énormément, ce qui va se passer naturellement, c'est que la vie normale, elle devient plate, fade. Et il t'en faut toujours plus pour ressentir toujours moins. Le téléphone devient alors l'anesthésiant le plus rapide à portée de main. Et c'est tout le sens de cette idée, que le téléphone est un symptôme. Au fond, c'est l'outil de quelqu'un qui cherche à fuir une situation dans laquelle il est. Et c'est pour ça qu'en général, on a tendance à utiliser un téléphone quand on va pas bien. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont tristes vont essayer de vite aller sur leur téléphone pour passer à autre chose. Ils ont fait un mauvais rêve, regarder son téléphone pour penser à autre chose. Aujourd'hui, l'idée de penser à autre chose juste par nous-mêmes, c'est une idée qui devient de plus en plus floue et de moins en moins utilisée. On a tendance à voir le téléphone comme cet échappatoire, ce moyen, même si notre propre cerveau est capable de faire ça à la perfection. Maintenant, on va parler de la stimulation. La deuxième fonction, c'est de te donner un shot quand ton cerveau en réclame un. C'est la fonction machine à sous dont on a parlé. Une stimulation rapide, imprévisible, sans aucun effort. Et le problème, c'est que t'aimes être stimulé. Ça, c'est humain. Le problème, c'est que le téléphone te vend la stimulation la moins chère du marché. Du coup, tout le reste, un livre, un projet, une vraie conversation, paraît fade à côté, parce que ça te demande un effort de démarrage. Et ton cerveau, qui est une machine à rendement, choisit naturellement ce qui apporte le plus, tout de suite. Et la troisième fonction, c'est de te faire sortir d'une tâche ou d'une émotion désagréable. C'est le fameux, je vais juste vérifier vite fait, qui débarque pile à la seconde où tu dois attaquer un truc difficile. Et là, c'est important de le voir, ton téléphone n'est pas une distraction qui t'interrompt par hasard. C'est une porte de sortie que tu ouvres toi-même parce que elle est juste plus facile que de rester face à ce qui te dérange. Et ça se voit assez naturellement. D'ailleurs, aujourd'hui, un réflexe qui se passe, par exemple en date, quand une conversation euh, est à fuir, que la personne n'est pas confortable, un des premiers réflexes qui est utilisé, c'est de être constamment sur ton téléphone pour montrer à la personne c'est mort, arrête de me parler, la conversation est fade, ne m'intéresse pas. Et ce genre de réflexe, qu'on peut avoir à tout bout de champ, c'est un réflexe qui est au fond un peu naturel. Autrefois, c'était d'autres choses. Certaines personnes se plongeaient dans les livres pour fuir une réalité qu'ils n'aimaient pas. Et c'est pour ça que beaucoup de films fantaisistes, par exemple, ou fantastiques, ont eu un énorme succès parce que certaines personnes qui avaient du mal à forcément vivre dans le monde d'aujourd'hui aimaient bien se plonger dans un monde fantasy. Et donc avec tout ça, on va pouvoir émettre un diagnostic. Tu ne peux pas remplacer une fonction que tu n'as pas identifiée. C'est pour ça que tant de gens échouent. Ils essaient de régler les trois avec une seule solution. Donc, pendant quelques jours, à chaque fois que ta main part vers ton téléphone, arrête-toi juste une seconde et demande-toi laquelle des trois est en train de jouer. Là, maintenant. Est-ce que j'anesthésie quelque chose? Est-ce que je cherche un shot de dopamine? Est-ce que j'évite un truc? La même personne utilise son téléphone pour les trois raisons selon le moment. Tout l'enjeu, c'est de savoir laquelle parle à cet instant précis. Et si tu te demandes juste où tu en es sans dramatiser, trois signaux suffisent. Et bien sûr, ici, on va un peu parler de est-ce que on est vraiment addict? Est-ce que tu es vraiment addict au téléphone? Et pour ça, on va utiliser trois leviers qui vont être super utiles à comprendre et à savoir est-ce que toi ou moi, on est addict à son téléphone? Le premier, c'est un temps d'écran qui dépasse régulièrement les 4 heures. Ensuite, c'est une vraie difficulté à ne pas l'avoir sur toi quand tu es avec des gens. C'est-à-dire que malgré le fait que tu sois entouré dans un environnement positif, le fait que tu n'aies pas ton téléphone sur toi, tu le vois assez rapidement comme quelque chose d'assez négatif. Et même quelque chose qui te fait une pression, qui te stresse. Et enfin, un besoin quasi permanent de l'avoir à portée de main. Si les trois sont là, il faut pas non plus culpabiliser. Il faut pas se dire je suis addict, c'est mal, ma vie c'est de la merde, etc. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que je vous explique en détail comment y arriver étape par étape. Mais maintenant qu'on a fait ce diagnostic, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et pour ça, va falloir bien comprendre un truc. Le repos n'est pas une fuite. Et pour ça, je vais pas forcément lire ce qui est marqué ici, parce que c'est assez simple à comprendre, et je vais le formuler un peu différemment. Le repos n'est pas la fuite. Ici, ce que j'entends par là, c'est qu'il existe deux manières en fait, de dépenser son énergie. On peut être en fin de journée, ça m'arrive plusieurs fois, et à ce moment-là, je n'ai pas forcément l'énergie de travailler, de lire un livre, et cetera. Donc, en général, oui, je vais aller sur mon téléphone ou je vais jouer à un jeu vidéo. Je vais faire quelque chose qui est pas forcément le meilleur d'un point de vue optimisation et pourtant je le fais quand même. Parce qu'il faut différencier le repos de la fuite.
La fuite, c'est tu as de l'énergie, tu vas très bien, tu fuis juste une situation, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, un projet, quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Là, tu fuis. Là, tu as ton côté rationnel qui te dit qu'il faut faire ces choses ou combattre ces choses ou faire X ou faire Y, mais ton côté émotionnel a envie de juste purger tout ça. Et donc, il va naturellement aller vers le téléphone. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont entendre tout ça et qui vont mettre tout en place et c'est très bien. Mais si tu veux aller un peu plus vite, sache que je possède un accompagnement de 90 jours. Cet accompagnement, il est dédié à des gens comme toi, qui ont des objectifs, qui veulent les atteindre, mais qui n'ont pas forcément les systèmes, les connaissances, ou même qui savent pas prendre les bonnes décisions pour arriver à les atteindre. Ici, c'est un programme pendant 90 jours, avec 12 appels avec toi et moi, où on va discuter et régler chacun de tes problèmes un par un. Avec ceci, vous aurez un espace VIP disponible que pour vous. Cet espace, il vous permettra d'être accompagné, de traquer ce que vous avez besoin de traquer, de prendre vos appels, vos tâches, gérer vos projets et l'avenir. Et si simplement tu veux te renseigner sur qu'est-ce que je propose plus en détail, je te conseille d'aller regarder le premier lien en description. Et d'ailleurs, si tu es un peu dubitatif, que tu ne sais pas vraiment si c'est fait pour toi, je te conseille de prendre un appel. Il dure 15 à 30 minutes, il est gratuit, il n'y a rien à faire. Une date, prends l'appel et c'est tout. On discute ensemble, on discute de tes problèmes. Je peux te montrer qu'est-ce que je peux t'offrir, qu'est-ce que je peux te proposer. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ma méthode te convient? Et avec ça, si tu es intéressé, je peux te faire accompagner juste après. Bref, reprenons la vidéo. Bon, maintenant qu'on a un peu tout vu, on a vu vraiment globalement comment fonctionne tout ça. Comment ces outils marchent, comment on arrive vraiment à comprendre ce problème, arriver à aller jusqu'au bout de la démarche. Maintenant, il faut faire un protocole. Il va falloir des actions concrètes parce que là, depuis le début, c'est cool, Jarod, tu nous parles de plein de choses, mais là, il faut qu'on avance. Et c'est là maintenant qu'on va enfin pouvoir parler du protocole de remplacement. Et ici, la règle va devenir assez simple. On va faire l'exact inverse de tout ce qu'on t'a appris à faire à ce sujet. Et c'est ce que Charles Duhigg appelle la règle d'or du changement d'habitude. Une habitude, c'est 3 morceaux. Un déclencheur, une routine, une récompense. Le truc, c'est que tu ne peux pas tuer le déclencheur. L'ennui, le stress, l'attente, ça reviendra toujours. Et tu ne peux pas supprimer le besoin de récompense, parce que ton cerveau le réclamera. Mais ce qu'il y a entre les deux, la routine, ça tu peux le changer. Donc quand l'ennui arrive, le déclencheur, et que tu cherches un soulagement, la récompense, au lieu d'essayer de supprimer l'envie, donc juste de se forcer de ne pas utiliser ton téléphone, tu glisses une autre routine qui te donne le même soulagement. C'est tout là. Tu gardes le déclencheur et la récompense, tu remplaces juste le geste au milieu. Et le remplacement le plus puissant, celui qui change vraiment une vie, ce n'est pas binaire, genre téléphone ou rien, c'est une échelle. Tu ne quittes pas le contenu d'un coup. Tu remontes marche par marche le plus rapide vers le haut. Pour expliquer ça un peu plus en détail, je vais vous expliquer comment fonctionnent un peu les différents outils. Vous voyez, pour vous soulager, sur votre téléphone, il y a plein de choses. Vous pouvez écouter des podcasts, des audiobooks, vous pouvez aller sur Instagram regarder des réels, parler à un proche qui est cher à vous, aller sur YouTube regarder du contenu type MrBeast ou des contenus plus longs et sophistiqués. Tous ces outils n'ont pas la même valeur. Écouter un podcast sur Spotify ou de la musique ne vous stimule pas autant qu'un short ou un réel Instagram. L'idée ici va être de couper progressivement, mais pas par pas. Pour ça, il faut voir ça comme une grande pyramide ou une échelle. Chaque marque, c'est un pas vers une distraction qui est moins importante. Donc si on prend la chose qui va distraire le plus naturellement, ça va être ici, avec aucun doute, les réels Instagram et les TikTok. Ces deux choses-là sont extrêmement stimulantes pour la majorité des gens. Si vous êtes plus jeune, sûrement les shorts, même si en général les shorts sont vraiment fait pour des personnes plus jeunes, 10-12 ans. Donc je ne pense pas que ces gens-là regardent la vidéo ici. Et donc si vous regardez ça, bien sûr, il y a pas de c'est concret. Mais maintenant, il faut voir la proportion. C'est-à-dire combien de temps ça vous alloue. Si par exemple Instagram, c'est sur votre temps d'écran complet, par exemple, admettons, on va prendre un temps d'écran tout rond, 10 heures. Si 9 heures est associé à Instagram et 1 heure à par exemple, d'autres applications, ici l'idée va être de réduire Instagram, mais de garder ce temps d'écran de 10 heures. Je m'explique. On peut, par exemple, se dire: OK, je vais me soulager, mais au lieu d'aller sur Instagram, je vais regarder des vidéos YouTube format long. C'est stimulant, oui, c'est vrai, mais ça l'est moins et c'est déjà un pas vers l'avant et l'idée, c'est progressivement remplacer et l'avantage, en fait, de ces contenus longs comparés aux contenus courts, c'est que ce qui va se passer naturellement, c'est qu'à force de plus consommer de contenu long que de contenu court, vous allez baisser votre temps d'écran. Qu'au début, vous allez voir des pics qui vont aller plus vers le haut parce que
naturellement, votre cerveau va juste, en fait, essayer de vouloir consommer plus de contenu long pour un peu, on va dire, compenser le manque. Mais au fur et à mesure, ça va baisser. Pourquoi? Parce que le contenu long va rendre votre vie extérieure un peu moins fade, un peu moins ennuyeuse. Ce qui va vous pousser, en fait, à faire plus de choses dans votre journée, à aller plus loin, peut-être avancer plus dans vos habitudes, vous remettre au sport, et cetera, et cetera. Et après que vous avez commencé à regarder du contenu long, c'est là qu'on va continuer, c'est-à-dire qu'on peut trier ce contenu long. Les contenus très MrBeast, très Amixem qui sont faits pour que vous restez longtemps dessus et qui sont extrêmement addictifs, bah, vous pouvez le réduire. Vous pouvez passer des contenus peut-être plus longs, du travail, avec peut-être un travail différent, que ce soit du storytelling ou par exemple des documentaires Arte. Moi je suis le premier à, me bouffer des documentaires Arte tous les jours et ce n'est pas grave. Et ces documentaires Arte, bien sûr, en termes de stimuli, n'ont rien à voir avec une vidéo d'Amixem. Et pour aller un peu plus dans la démarche, après, ça peut être simplement des podcasts pendant que vous faites quelque chose et ça, c'est devenu une habitude pour moi. Au début, je me soulageais avec Instagram quand je faisais de la cuisine, ce qui m'a valu, simplement le fait d'être très mauvais en cuisine et au fur et à mesure, je suis allé jusqu'aujourd'hui à plutôt écouter des podcasts ou des musiques de jazz pour m'ambiancer légèrement et ces choses-là, ça marche super et d'ailleurs, un des avantages que vous allez avoir, c'est que vous allez être beaucoup plus réceptif à d'autres choses. Par exemple, je suis devenu extrêmement réceptif à la musique et ça, c'est un exemple du fonctionnement de l'échelle. Vous pouvez arriver à régler votre temps d'écran et régler les problèmes liés à ce temps d'écran progressivement, en avançant petit à petit. Et c'est ça en fait le cœur de la solution. Vous devez y aller comme ça, petit à petit, étape par étape. Il faut gratter progressivement du temps d'écran, on va dire, un peu plus néfaste avec un temps d'écran qui l'est moins. Au même niveau que si par exemple quelqu'un fume la cigarette, c'est mal, on est d'accord. Mais entre 3 paquets par jour et 2 cigarettes, c'est différent. Et entre 2 cigarettes et une vapoteuse, c'est encore plus différent. Et entre une vapoteuse et un patch à la nicotine et plus rien, on est déjà dans un changement énorme. Et au fond, le plus important, c'est là où on tend, pas forcément là où on est maintenant. C'est vrai que le désir de vouloir changer maintenant, il est super important et super fort. Et pourtant, c'est pas forcément celui-ci qui va nous amener là où on doit aller. Et c'est ça que je veux exprimer avec cette vidéo. Vous devez aller au-delà de cette idée tout simple de moi j'aime YouTube, oh Instagram ça me fait perdre beaucoup de temps, je supprime Instagram. Ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, je vous parlerai un peu plus en détail après de comment vous pouvez garder ce genre d'application et arriver à réduire le temps d'écran de certaines manières. Mais pour ça, je vais avant avancer un peu plus, dans le sujet parce qu'il nous reste encore un petit peu de texte, à lire et après on finit. Maintenant, tout ne se remplace pas par du contenu. Parce qu'une grosse partie de ton usage compulsif, en vrai, c'est juste le besoin d'occuper tes mains. Et ça, bien sûr, je vais un peu repartir sur ce que j'ai pu dire avant. La main, c'est un outil qu'on utilise et qu'on peut maîtriser de différentes manières. Par exemple, si vous faites de la guitare pour la première fois, naturellement, le placement de vos doigts sur la guitare, il va être nouveau. Vous allez devoir l'apprendre. Ça va être très difficile parce que mentalement, vous allez avoir besoin de beaucoup de concentration. Mais au fur et à mesure, pour un guitariste amateur, placer ses doigts sur une guitare, c'est un jeu d'enfant. Au même niveau qu'un pianiste, un violoniste ou d'autres activités manuelles, comme si vous demandez à votre père, peut-être qui est bricoleur, je ne pense pas qu'il fait toujours attention à chaque manœuvre qu'il va utiliser avec ses mains. Et l'autre chose qu'il va falloir comprendre avec ça, c'est que ce qu'on utilise avec nos mains, c'est des extensions. Par exemple, si vous utilisez un balai, vous ne vous concentrez pas sur comment manier le bâton pour facilement ramener la poussière. Vous savez le faire. C'est une extension au même niveau que lorsque vous utilisez votre téléphone, vous ne faites pas attention à où placer vos doigts pour l'utiliser. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Et donc, si on part de ce principe que c'est pour occuper ses mains, pour occuper tes mains, pour un peu capter l'attention qui te prenne, et pour cela, le meilleur substitut, c'est une petite activité manuelle qui demande très peu de ressources et qui ne te demande pas de réfléchir. Pour ça, je vais te donner un petit peu quelques idées, hein. Gribouiller, faire du crochet, malaxer un objet, n'importe quel geste qui stimule sans être difficile. L'idée, c'est de te donner à ton cerveau une stimulation du même niveau. Sauf que celle-là ne te vide pas. Elle te rend quelque chose. Et une main occupée, ça ne va pas chercher un écran. Et ça, c'est super important. Et d'ailleurs, un petit conseil que je peux vous donner à ce sujet-là, c'est le doodling. Le doodling, c'est une idée assez simple. C'est, vous pouvez commencer, par exemple, je peux vous dire, c'est
faire des traits un peu aléatoires sur votre feuille et après vous amuser à dessiner des patterns avec celle-ci, avec des feutres et cetera, dans votre lit le soir ou même quand vous vous ennuyez ou durant, par exemple, 2 sessions de travail. Ça va remplacer le téléphone et super bien d'ailleurs. Ensuite, on va apprendre à utiliser le téléphone différemment. Attention, remplacer ne veut pas dire tout fuir. Le deuxième levier, celui que presque tout le monde oublie, c'est de garder l'outil en enlevant juste le poison. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des applications comme Instagram ou TikTok, une des raisons de pourquoi on n'arrive pas à l'éviter, c'est pas forcément que les réels, c'est aussi les messages Instagram et toutes ces choses. Et ça, on veut pas forcément les supprimer parce que, par exemple, les stories de nos amis, c'est pas quelque chose qui est forcément mmh, quelque chose qu'on veut supprimer de nos vies. Et ici, je vais devoir prendre quelques pincettes, tout simplement parce que ce que je vais dire peut être, je peux, on va dire, mettre en avant des, outils qui ne sont pas forcément, légals. Donc, je vais prendre de grosses pincettes avec ce que je vais dire, mais il existe, heu, Apple et Android, compris, des outils, des applications qui permettent possiblement de réduire ce temps d'écran de plusieurs manières et que, possiblement, je ne sais pas, ces outils permettraient de supprimer la fonctionnalité d'avoir des réels et des TikTok. Il y a des outils qui sont légaux sur Android par exemple, ou même sur Apple d'ailleurs, Beeper, que vous devez peut-être connaître, qui tout simplement remplace. Moi, je suis pas fan forcément de ces applications parce que, hem, c'est pas forcément ce que je vois moi dans l'application parfaite. Et pour moi, une application parfaite serait une application où je peux voir, par exemple, ce que mes amis envoient en réel, je peux voir les stories et j'ai vraiment l'impression d'être sur cette interface d'Instagram. Je peux juste par moi, personnellement, consommer des réels. Et pour ça, il existe et d'ailleurs, vous pouvez modifier vous-même si vous avez, par exemple, une licence développeur Apple ou que vous faites des recherches un peu plus assidues sur, certains subreddits ou sur d'autres outils. Malheureusement, je ne prendrai pas le temps de vous donner des sites exacts parce que ça reviendrait à, me mettre tout simplement, dans des sujets assez problématiques et pour débuter une chaîne YouTube, je pense pas que c'est la meilleure des choses à faire. Bref, c'est pour vous dire que ces outils-là existent et que certains de ces outils sont assez facilement prenables et peuvent être assez facilement utilisables par vous. Et ça vous permet d'avoir la même expérience sans cette friction, avec juste cet outil qui disparaît. Et bien sûr, ça, je vous conseille pas de le mettre tout de suite, de le mettre progressivement. Par exemple, de vous dire: de telle heure à telle heure, je m'autorise à avoir le scroll de réel activé et après je supprime, le soir. Comme ça m'évite de m'endormir à 3 heures du matin. Après qu'on a modifié les applications, maintenant on va parler de ce qu'on appelle l'intention de mise en œuvre, que je parle ici. Si tu comptes le décider sur le moment, c'est déjà perdu parce que la volonté n'arrive jamais à l'heure. La parade est mieux prouvée par la recherche. C'est le plan conditionnel, ce qu'on appelle l'intention de mise en œuvre, que je venais d'expliquer. Une méta-analyse sur 94 études sur plus d'1 000 personnes lui donne un effet moyen à fort. Et la forme est toujours la même. Si tel déclencheur précis, alors tel substitut précis. Si je m'ennuie et que mes mains cherchent le téléphone, alors j'attrape mon carnet. Et si tu décides une seule fois à proie à l'avance, après tu ne comptes plus sur ta force mentale, c'est le contexte qui déclenche l'action tout seul. Ici, c'est quelque chose qui est super important parce que, étant donné que le téléphone est un peu multi-usage et on l'utilise partout, vouloir un peu remplacer à chaque fois chacun des réflexes qu'on peut avoir, ça peut permettre en fait de réduire énormément l'utilisation du téléphone. Une chose que j'avais fait pendant longtemps, c'est quand je cuisinais, obligatoirement, je prenais mon téléphone. Parce que c'était un peu le réflexe de je sais que la cuisine, je suis pas forcément le plus grand des cultes du monde et les plats que je fais peuvent être un peu répétitifs. Donc en général, je ne prends pas non plus un immense plaisir à cuisiner. Naturellement, ce qui va se passer, ça va être que je vais devoir me divertir autrement que par la cuisine. Eh bien aujourd'hui, au lieu d'utiliser mon téléphone, je prends YouTube et je vais sur ma playlist de jazz et je mets du jazz ou je vais sur Spotify et j'écoute un podcast. Ça utilise mon téléphone, mais ça utilise bien par exemple ici ou ça utilise mon ordinateur et donc l'idée, c'est d'arriver un peu à remplacer tous ces petits réflexes qui peuvent être négatifs si pris un par un, mais l'avantage, c'est que, étant donné qu'on arrive un peu à remplacer chaque situation par d'autres petits outils, on peut progressivement arriver à remplacer le téléphone sans forcément se sentir mal. Parce que, bah, en fait, remplacer un petit réflexe du quotidien qui vous arrive que rarement, c'est beaucoup moins dur que supprimer un téléphone toute une journée. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Et concrètement, ça se décline sur tes pires moments. Le matin, au lieu d'attraper ton téléphone au réveil, tu te montes une petite routine qui enchaîne 3 choses. Un truc agréable, quelque chose que tu aimes vraiment. Personnellement, c'est pour mon café.
un truc qui te donne un sentiment de productivité, par exemple préparer ton espace, et enfin un truc qui te lance dans le travail. Par exemple, faire la to-do list des choses que tu as à faire. L'idée d'ailleurs, si vous vous introduisez à la productivité en général, peut-être une formation très 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 longue à ce sujet sur vraiment comment arriver à atteindre vos objectifs complets et comment vraiment changer votre vie. Ça va me prendre énormément de travail. Ce que je peux vous promettre, c'est que ça arrivera un jour ou l'autre. Juste laissez-moi un petit peu de temps pour la faire. Mais si vous devez retenir une chose de ça, c'est qu'au début, cherchez vraiment des routines rapides et efficaces. Et d'ailleurs, je vais juste revenir sur un truc. Aujourd'hui, on n'a pas forcément d'études qui prouvent que prendre le café 1 heure après le réveil est vraiment la raison de quelconque fatigue qu'on a en fin d'après-midi. C'est pour ça que j'ai conseillé le fait de prendre un café. C'est pas forcément quelque chose qui, pour l'instant, a été prouvé mal. Et enfin, la réinternalisation. Il reste le dernier moment, le plus lent, mais aussi le plus important. Parce que ton téléphone a absorbé des morceaux de ton esprit. Ta mémoire, ton attention, ta capacité à supporter le vide. T'en libérer vraiment, durablement, ça veut dire les reprendre. Réapprendre à retenir des choses, à t'orienter sans qu'on te guide, à rester seul avec tes pensées sans les noyer sous un flux. Et c'est exactement le repos dans une chambre. Et ici, si vous voyez pas ce exactement et cette citation, je vais un peu remonter en haut pour commencer, hein, une citation qui était écrite depuis le début. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui n'est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. C'est Blaise Pascal, hein, qui l'a écrit dans Pensée, livre extrêmement connu. Et c'est pour ça que j'ai choisi un peu cette citation, parce qu'elle fait aussi la finalité, parce que c'est pas une punition, mais la capacité retrouvée d'exister sans avoir le besoin de fuir. Tant que cette capacité reste atrophiée, tu resteras accroché à ta prothèse. Ici, le téléphone, bien sûr. Mais le jour où elle revient, le téléphone redevient ce qu'il a toujours dû être. Un simple outil que tu poses même sans y penser. Et bien sûr, dernier sujet, un des sujets les plus importants, c'est que oui, tu vas rechuter. Autant te le dire tout de suite. Tu vas tenir 5 jours, et un soir, tu vas scroller 4 heures d'affilée, et tu vas penser que ça va te ramener à la case départ. Sauf que c'est faux, l'erreur, c'est pas la rechute. L'erreur, c'est de traiter une rechute comme la preuve que tu es foutu et qu'il faut tout recommencer. Tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de faire des erreurs, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Et donc, si on résume un peu rapidement qu'on a pu voir, la volonté est le mauvais outil. Ici, ça veut dire que vouloir tout arrêter et tout changer ne marchera pas. Ton téléphone, c'est une partie de toi, c'est une extension de ton corps, c'est ce que j'avais expliqué. Les 3 fonctions cachées ici, on se rappelle, des 3 fonctions. La fonction anesthésiante, le shot de dopamine et tout simplement une raison plus émotive. Ensuite, on a le protocole de remplacement, tout ce que j'expliquais avant. Donc ici, c'est tous ces sujets, hein, bien sûr. Utiliser le téléphone différemment, le verrou, comment on arrive à remplacer progressivement les applications, etc. Ça, c'est les choses les plus importantes. Réutiliser votre téléphone différemment, accepter le fait de l'utiliser, changer simplement par des choses qui vous stimulent un peu moins et progressivement, vous arriverez à aller mieux. Apprenez aussi à vous ennuyer, à rester dans une chambre, à laisser vos pensées défiler et ne pas vous sentir pas productif ou pas mal parce que de toute manière, rester sur votre téléphone ne vous aidera pas non plus. Enfin ici, du coup, cette review et maintenant, on va parler des actions. Donc ici, c'est un peu résumé assez rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant 3 jours, à chaque fois que ta main part vers le téléphone, note juste un seul mot. Anesthésie, stimulation ou évitement. Tu ne changes rien encore, tu observes. Ensuite, tu prends ton pire moment, le réveil, le coucher ou la fuite d'une tâche, et tu écris un seul plan. Si ce déclencheur, alors ce substitut précis. Si moi faire la cuisine, moi écouter jazz. Pour éviter simplement de surconsommer du contenu et du coup me retrouver l'après-midi et être beaucoup moins productif sur mon travail. Et ici au début, fais-en un seul. Vraiment appliqué, et ça a beaucoup plus de valeur que 10 comme ça, un peu partout, que tu ne tiendras pas. Enfin, descends d'un barreau, repère ton format le plus rapide et le plus passif et remplace-le par celui juste au-dessus de l'échelle. Pas le sommet, juste la marche d'après. Change de terrain. Ce soir, ton téléphone dort en dehors de ta chambre. Et à sa place, à portée de main, tu mets un truc manuel ou même quelque chose qui propose du format long comme un ordinateur. Tu rends le piège plus dur à atteindre et la sortie plus facile. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir de vous aider à ce sujet. Si vous êtes intéressé par nos offres Atlas, n'hésitez pas à regarder le lien en description. Je vous rappelle que actuellement, il y a un nouvel abonnement qui va arriver, un abonnement à 39 € par mois, qui proposera pour vous des accompagnements qui vous aident
toutes les semaines avec une FAQ pendant plus de 2 heures où je réponds à toutes vos questions sur comment vous améliorer, comment atteindre vos objectifs. Et ça pour seulement 39 € par mois avec, en plus de ça, un espace qui possédera aussi quelques outils que vous pourrez utiliser et comment les utiliser correctement. Un outil qui va être minimaliste pour vraiment vous concentrer sur l'atteinte de vos objectifs. Et avec ça, toutes les ressources écrites que je possède et d'ailleurs aussi des sources avec ces vidéos qui seront aussi disponibles dans l'espace. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait grandement plaisir. On est bientôt aux 1000 abonnés et j'aimerais les atteindre avant juillet. Ce serait super, même si je pense que ça va être un peu ric-rac. Mais si vous pouvez faire ça pour moi, c'est super, ça me ferait énormément plaisir. Si vous pouvez liker ou commenter cette vidéo, c'est super parce que ce genre de vidéo demande beaucoup de travail et c'est vrai que c'est un peu long de préparer ce genre de vidéo. Donc si vous avez le temps, ça me ferait énormément plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine. À plus.